Monsieur le député, la parole est maintenant Monsieur Paul Jacob pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, pardon, monsieur le Ministre et Madame la Ministre, le débat sur l'immigration passionne la France, même si l'assistance relativement maigre, mais de grande qualité de cet après-midi, pourrait faire penser le contraire. C'est la qualité remplace la quantité, évidemment. Souvent traité sur un mode passionnel, parfois hystérique, les uns mettant en avant l'humanisme, les autres le nationalisme, ce débat devait être posé en termes économiques et plus spécifiquement en termes de développement au sens large. C'est ce qui est fait cet après-midi. Et tant ce qu'ont dit les ministres que le rapport qui nous est présenté vont dans ce sens d'une approche rationnelle de la question. Je voudrais m'en tenir à quelques considérations sur l'importance des étudiants étrangers, en me fondant en particulier sur l'exemple des étudiants originaires de l'Inde, cet exemple de ma part ne surprenant certainement ni mes collègues ni le gouvernement. En 2010, dans un rapport sur l'attrait de la France pour l'investissement étranger, je rappelais à quel point la présence d'un nombre significatif d'étudiants étrangers en France, notamment dans les secteurs stratégiques, était une condition à long terme pour le développement du commerce extérieur de notre pays, comme pour le développement des investissements étrangers créateurs d'emplois chez nous. Il se trouve, mais ça a déjà été dit, je le dis rapidement, que les deux plus grandes économies du monde, celles qui émergent le plus vite en tout cas, la Chine et l'Inde, ont un problème quantitatif et qualitatif terrible dans leur formation supérieure sur place, au point que ces deux pays envoient des dizaines de milliers d'étudiants à l'étranger. Et s'agissant par exemple de l'Inde, elle envoie 100 000 étudiants aux États-Unis d'Amérique, avec un apport pour l'université américaine uniquement sur le plan financier de l'ordre de 2 milliards de dollars par an. Donc ce n'est pas quand même quelque chose de négligeable, même de ce point de vue. En France, nous recevons de l'ordre de moins de 3 000 étudiants indiens, le ministre l'a dit et l'a d'ailleurs regretté, 4 fois moins qu'en Allemagne, beaucoup plus qu'il y a quelques années, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, on en recevait une cinquantaine. Ce n'est pas donc une question linguistique, puisque même si les Allemands parlent plus souvent et mieux anglais en Allemagne qu'en France, ce n'est pas la question, c'est manifestement d'un autre ordre. Au-delà des chiffres bruts, au passage, qui sont les étudiants indiens en France? Moi, j'ai regardé d'un peu près. Contrairement aux étudiants chinois qui fréquentent surtout l'université dans notre pays, les étudiants indiens en France sont majoritairement inscrits dans de grandes écoles. Et à 70% d'entre eux ont suivi un cursus dans leur pays, dans des établissements de très haut niveau, que l'on appelle les instituts indiens de management, IIM ou IIT, Institut indien de technologie, des établissements qui ne sauraient se comparer chez nous qu'à Polytechnique ou à HEC en termes de niveau académique. Donc je voudrais signaler au passage d'ailleurs qu'au sortir de ces écoles, l'étudiant indien qui a fait ce cursus dans son pays va recevoir un salaire exprimé en dollars supérieur à celui de ses équivalents français en France. C'est-à-dire que l'élève de l'IIT de Bombay à la sortie gagnera en dollars plus d'argent que l'élève de Polytechnique à la sortie de Polytechnique en France. Donc ce ne sont pas des gens qui vont créer une concurrence pour les emplois de cadres ou d'ingénieurs en France. Ça n'est pas véritablement la question, même si un certain nombre d'entre eux resteront en France. Alors, au-delà de l'aspect académique, sur lequel je reviendrai rapidement, ça a des conséquences, la présence ou l'absence d'étudiants étrangers. Je reprends mon exemple indien. Je vais vous citer un exemple simple. La société Wipro, société indienne d'informatique, 145 000 employés dans le monde, quasiment aucun en France, et je vais vous dire pourquoi. Et cette société vient d'annoncer qu'elle va créer 1000 emplois en Allemagne, où elle est déjà un petit peu implantée. Alors vous allez me dire, vous allez penser que, évidemment, ils vont en Allemagne à cause du dynamisme de l'économie allemande. Mais moi, je m'en suis entretenu il y a 2 ans avec le chef de cette entreprise, qui s'appelle M. Azim Premji. Et au fond, la raison fondamentale, pas du tout une méconnaissance de la France, qu'il connaît très bien sur le plan industriel, dans son activité propre.
Il l'admire beaucoup parce qu'il a un passé agricole, il sait ce que c'est que l'agriculture, la technologie agricole, en dehors de l'informatique. Mais simplement, il a cité 2 exemples précis. La rigidité du marché du travail français, dont il a fait, il faut dire, une amère expérience à Sophia Antipolis, mais aussi l'insuffisance d'ouverture pratique de la France aux échanges académiques avec son pays, qui a été finalement déterminant dans son choix industriel pensé depuis longtemps. Parce que si aujourd'hui on annonce 1000 emplois, c'est que les choses ont été depuis longtemps pensées. Donc dans ce domaine, moi je prends acte avec très grand bonheur de la volonté affichée par le ministre de l'Intérieur et par la ministre de l'Enseignement supérieur. Encore une fois, c'est la première fois qu'on a un débat rationnel, me semble-t-il, dans cette Assemblée sur le sujet. Que l'on nous présente des mesures courageuses, d'ailleurs, qui procèdent ou qui sont fondées sur l'intérêt bien compris du développement de notre pays et qui renvoient dos à dos ce que j'appellerais d'une part l'humanisme incantatoire et d'autre part un nationalisme anachronique dans un monde désormais ouvert. Pour terminer, 2 considérations rapides. La première, c'est que l'apport académique des étudiants étrangers n'est pas à négliger. En dehors des considérations économiques, qui ont souvent trait essentiellement aux filières d'ingénierie, de management, etc., la présence d'étudiants étrangers en France est quand même un vecteur de promotion de la langue et surtout de la culture française dans le monde. Il ne faut pas tout à fait le négliger. Les études françaises au sens large prospèrent bien dans d'autres pays que le nôtre. Nous ignorons trop souvent, pour citer un exemple qui m'est cher, que les études académiques, les thèses consacrées à l'un de nos plus grands écrivains, Marcel Proust, ont été longtemps remarquablement dynamiques aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt au Japon que l'on voit des chercheurs japonais de très grande qualité soutenir des thèses tout à fait importantes sur cet écrivain fondamental. Évidemment, le fait qu'il y ait des étudiants japonais en Sorbonne qui traitent de ces sujets avec un niveau de maîtrise remarquable n'est pas pour rien dans la promotion de la culture, j'allais dire de la civilisation française. En définitive, nous ne risquons pas grand-chose à accueillir des étudiants étrangers en France et à en faire une politique d'accueil, comme Madame la Ministre l'a souligné à juste titre tout à l'heure, avec un grand volontarisme, à condition de cibler des étudiants de bon niveau, y compris dans les domaines littéraires. Et c'est au contraire, évidemment, un facteur de promotion de la langue, de la culture et surtout un facteur de développement de notre économie. Alors, j'ai entendu l'excellente collègue Madame Mazetier regretter que l'identification, système d'identification électronique en Russie soit d'origine indienne. Je ne peux plus comprendre ça, mais je lui signale pour la rassurer qu'en Inde, le système d'ID, d'identification, concerne quand même 1,3 million de personnes, est mené notamment sur une identification de l'iris qui est organisée par une entreprise française. Vous voyez donc que la mondialisation joue dans tous les sens et pas toujours à notre détriment. Encore un dernier mot. Vous voilà rassuré. Oui, enfin, il y a quand même plus d'Indiens, 1,2 milliard, que de Russes. Par conséquent, il vaut mieux utiliser l'ID, la développer pour l'industrie française dans un pays que dans l'autre. Alors, simplement un mot pour la fameuse querelle linguistique. J'allais dire la fameuse question de la langue qui a fait dire beaucoup de bêtises dans tous les sens. Grande confusion dans les esprits, parfois chez les meilleurs esprits, entre 2 conceptions totalement, ou 2 usages totalement distincts des langues. Mesdames et messieurs, le français est une langue de culture fondamentale. Dans beaucoup de pays, elle a été notre langue, de la Russie à la Turquie, très longtemps, la langue de prédilection de l'élite aristocratique ou de l'élite intellectuelle. Aujourd'hui encore, la maîtrise du français est un signe de différenciation intellectuelle et sociale tout à fait considérable, et comme me le dirait un de mes amis, excellent connaisseur de la vie académique sur les 2 rives de l'Atlantique, parler français aux États-Unis aujourd'hui et pouvoir parler de nos écrivains, c'est manifester que l'on se classe dans l'upper crust et que l'on est highbrow intellectuellement. Pour autant, le français n'est pas une langue véhiculaire planétaire. Contrairement à une idée reçue, le mythe du français, langue diplomatique, des fameux traités rédigés en français, il y en a eu un. Bon,
crois qu'il y en a eu un autrefois entre la Russie et la Turquie qui a été rédigé en français. Tout le reste appartient très largement à la mythologie. Le français n'a jamais joué ce rôle de langue véhiculaire planétaire. Il a joué un rôle de langue véhiculaire dans une partie de l'Afrique francophone, pas au plan planétaire. Je crois qu'il n'est pas du tout incompatible de défendre et de promouvoir le français comme langue de culture et d'admettre la langue véhiculaire de facto de notre langue, de notre monde, c'est-à-dire l'anglais, y compris dans nos universités, évidemment. Cette démarche est exigeante. Elle suppose que l'on ne s'en tienne pas à cet anglais, comme l'a dit un autre de mes amis, cet anglais d'aéroport, ce globish, qui est une affreuse expression. Cette démarche permettrait aux Français tout à la fois d'être promus à travers les lettres françaises, au sens meilleur, au sens le plus large, sans pour autant prétendre mener le combat perdu d'avance pour un français langue véhiculaire des sciences, de la technologie et de la communication. Merci.